Bonjour, bonjour. Hop, j'espère qu'on m'entend bien. Bienvenue à tous. Je pense qu'on est encore pas très nombreux à cette heure-ci, mais merci à ceux qui sont déjà là. Ravi du coup de vous retrouver aujourd'hui avec un premier invité sur cette chaîne. Donc je suis très content d'accueillir Simon qu'on va présenter dans quelques secondes. Je compte sur vous pour nous dire si tout fonctionne bien d'un point de vue audio, d'un point de vue connexion, etc. Parce que puisque c'est la première fois, évidemment, on a quelques petits bugs techniques, d'où le léger retard et puis d'où la petite galère de mon côté comme de celui de Simon pour faire en sorte que ça ait l'air de fonctionner de notre côté. Voilà, et ben écoutez, sans plus attendre. Voilà Simon qui ne regarde pas sa caméra et qu'on n'entend pas pour l'instant, il me semble. Donc il faut que tu actives ton micro, Simon. Évidemment, l'informatique, tout ça, j'étais pas prêt, je t'avais pas vu venir. J'étais en train d'essayer de te retweeter pour que les gens viennent, tu vois, faire venir le monde, tout ça et tout, mais bon, on verra après. Alors attends, je vais juste ouvrir le chat comme ça. Bonjour, bonjour, grosse main. Ah, c'est incroyable comme pseudo. C'est vraiment un pseudo incroyable, grosse main. Est-ce que tout le monde Euh, entend bien Simon? Le son de Simon est très bas par rapport à celui de Julien. Alors je vais augmenter celui de Simon. Est-ce que vous entendez mieux Simon? Est-ce que vous m'entendez bien là quand je parle? Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça passe bien niveau son? Fermer l'onglet. Oui, j'ai plus besoin de ça là. Je me vois en 14 fois, je suis, c'est fou, j'ai 17 000 retours à 17 000 endroits, je ne sais plus où j'en suis. Tout va bien. Là, ça c'est bon, ça on va le coller là-bas. Voilà, parfait. Bien. Écoutez, si tout le monde nous entend bien, je pense que c'est parfait. Voilà. S'il y a des bugs ou des choses, n'hésitez pas à nous le signaler et je ferai ce que je peux en régie, on va dire, pour résoudre tout ça. Simon, je pense qu'il y a un petit retour de ton côté parce que je m'entends parler. Donc si tu peux Tu couper t'entends le son, parler? Alors ce attends, serait parfait. je vais voir où est-ce que je peux couper le son. Attends, je coupe le son ici pour être sûr. Est-ce que là, tu as toujours un retour chez toi? Est-ce que vous avez un écho? Putain, Didier, incroyable, incroyable moment. Un Didier sauvage apparaît sur le chat. Bonjour Didier, comment vas-tu? Ouais, bien sûr, Sipaï aussi, incroyable, comment vas-tu? On dit bonjour à tout le monde sur le chat, comme ça occupe 1 heure. En fait, on va juste passer 1 heure à dire bonjour à des gens et puis Tu as à la compris fin le principe des live Twitch. Voilà, à c'est la fin, ça. on fera: «Oh là là, c'était vachement bien, qu'est-ce qu'on s'est raconté d'incroyable?» Attends, mais je te retweet juste en live, on fait vraiment une organisation, j'ai une organisation au top. Attends, je retweet le truc pour dire: «C'est maintenant, c'est parti, vas-y», attends, retweeter, citer le tweet. «Venez, c'est maintenant». Voilà, comme ça tout est fait, on a tout résolu et on peut attaquer la session. Parfait. Voilà. Donc sur ces joyeusetés et ces bisous de Didier. Donc, Didier, bah écoute, je pense que un petit Marseille-Bordeaux, ça doit être faisable. Écoute, ça va être fait, bientôt, donc il est pas impossible que je le fais, en fait, un peu régulièrement. Je t'avoue qu'en ce moment, je voyage beaucoup, donc il est pas impossible qu'un de ces 4, effectivement, j'essaye de voir, les gens du sud, parce qu'il y a plein de gens par là-bas et puis ça fait à chaque fois, je dis: «Ah, il faut que je les voie» et puis à chaque fois, je passe pour 3 minutes. Bref, peu Ouais. importe. En tout cas, du coup, donc comme on aura pu le remarquer, tu es une tête connue de certains, mais peut-être pas de tous. Donc, je pense que l'idée, c'est déjà d'essayer de te présenter un petit peu, de nous Ouais. raconter un peu ton parcours. Qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui finalement? Ça, la collusion au plus haut niveau, hein, comme d'habitude, hein, vraiment. C'est, la consommation de bière élevée que nous avons eue, Julien et moi, qui fait que je suis là aujourd'hui et au-delà de ça, pour parler de SEO, ce qui fait que je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai fait du SEO pendant 10 ans de ma vie, on va dire. Moi, j'ai commencé à bosser en 2005-2006, je sais plus, peut-être fin 2006, on sait plus. Les chiffres commencent à dater, 2005 selon la police, on va dire et en gros, j'ai fait du SEO pendant quelques années, avant de switcher plutôt vers des sujets, on va dire, plus général au niveau du marketing et aussi beaucoup la technique. Puisqu'aujourd'hui, en fait, je vais plutôt avoir un profil, de CTO, vont dire certains, même si bon, c'est une grande escroquerie que de m'appeler un CTO.
heu, ou plutôt de gros hackers peut-être diront d'autres, même si là aussi c'est une grande escroquerie tout court. Donc voilà et en gros, moi j'ai bossé, en SEO, j'ai assez rapidement en fait j'ai commencé le SEO, par bosser sur des grands groupes et donc assez rapidement je me suis spécialisé dans le côté, on va dire, data structure du SEO. C'est-à-dire que moi je suis incapable de faire une ferme de liens, je suis incapable de comprendre comment aller acheter un lien, je suis incapable de faire, ce que font plein de SEO, même en copywriting, je suis nul. Par contre, si tu me demandes de travailler sur l'optimisation d'architecture de sites qui ont 2 millions de pages, là, je commence à dire: «Ah, peut-être qu'il y a un truc qui m'intéresse». C'est un peu léger 2 millions de pages, mais on va voir ce qu'on peut faire. J'exagère énormément, mais en fait, très, très rapidement, c'est ça qui m'a intéressé dans le SEO, c'est la partie vraiment, manipulation de grandes masses, manipulation de data et compréhension, analyse de la donnée qui va derrière et c'est pour ça qu'assez rapidement, je me suis mis à faire du Python, je me suis mis à faire de l'analyse de données, je me suis mis à manipuler les données, pour essayer de comprendre justement, ce qui se passe. Donc, que ce soit faire de l'analyse de log, que ce soit, auditer des très gros sites où en fait tu peux plus faire tes audits à la main. Tu vois? Quand tu as 70 000 achats à contrôler, bah, peut-être que tu le fais pas à la main, peut-être que tu commences à dire: «Tiens, il y a peut-être des scripts que je peux mettre en place pour faire les choses, il y a peut-être des astuces que je peux mettre en place pour faire les choses». Et donc c'est ça qui m'a mené à la partie, technique, on va dire, du SEO. En fait, c'est marrant parce que, ce que tu racontes est, assez similaire à ce que moi je pourrais raconter de mon parcours. C'est-à-dire que, OK, on a commencé, en bidouillant des petits sites, en faisant un peu, pour parler vulgairement, les cons sur internet. Mais voilà, quand tu deviens pro et que, effectivement tu commences à bosser sur des gros sites, bah, il faut passer à autre chose et je suis très content, de savoir qu'on se rejoint sur ce genre de sujet-là. Alors moi, je te considère comme quelqu'un de plus technique aujourd'hui, que SEO, ça c'est certain, et également que moi. Donc tu l'as dit, aujourd'hui, tu fais office de CTO par intérim, on va dire, ou en tout cas de Ouais. CTO externe pour tes clients. En gros, qu'est-ce qui fait que tu es passé de ce rôle de SEO en agence, du coup, à un rôle beaucoup plus technique aujourd'hui? En fait, en réalité, moi, ce que j'ai toujours bien aimé dans le SEO, c'était, le côté, résolution de problèmes. On me donne un truc où j'ai pas la solution, un peu exploration d'un truc où on sait pas comment on va faire. Ce qui me plaisait dans le SEO, c'était le côté, le monde est en friche, on arrive sur un truc où tout est permis, il y a pas de standard, il y a pas de et on fait un peu les trucs et il faut trouver les solutions, il faut inventer les trucs au quotidien et c'est ça qui me plaisait et en fait, très, très rapidement, enfin très, très rapidement, au bout de quelques années, je me suis retrouvé, même dans les boîtes où je faisais des SEO, à faire les trucs où c'était: «Tiens, on n'a aucune idée de comment ça on peut faire ça, mais est-ce que tu veux pas tenter un truc? Tiens, on a, cette problématique, très, très spécifique, sur un site, qui a besoin de faire, j'en sais rien, des ça a été des problématiques d'analytics, des problématiques d'accessibilité, des problématiques, qui sortaient en fait à chaque fois un peu du SEO, même des problématiques de visibilité, des problématiques de génération de pages, des problématiques, de tag management, des choses comme ça et à chaque fois je sortais un peu du SEO sans en être non plus forcément trop loin, mais j'étais un peu à côté à chaque fois et en gros, ce qui a pas mal changé les trucs, c'est que je suis arrivé à un moment dans une boîte qui s'appelle Universal Music, pour ne pas la citer, où j'ai été recruté comme responsable SEO et où en fait, au bout de 3 semaines, je leur ai dit: «Je suis pas sûr que vous ayez vraiment besoin d'un responsable SEO». Quand tu fais des sites d'artistes qui font 3 pages et qui récupèrent 70 000 liens au moment où ils sortent, à l'époque, je parle aujourd'hui, les problématiques ont complètement changé dans la musique, mais à l'époque et ton s le seul mot-clé que tu vises, c'est en gros le nom de l'artiste. Tes problématiques de SEO, elles sont pas très, très compliquées, quoi. Si tu veux tu mets tes H1 au bon endroit, tu mets ton title au bon endroit, voilà, c'est bon. Allez, tu as fait ton taf et tu t'assures juste, allez, tu vas voir les RP et tu leur dis: «Bon, faites gaffe que quand on parle de l'artiste, on mette un lien vers le site». Voilà, c'est terminé. Par contre, en fait, on s'est rendu compte, très, très rapidement qu'il y avait des problématiques, de web qui étaient beaucoup plus, qui étaient assez différentes. Se dire: Tiens, comment, j'ai 400 sites à générer dans l'année pour des artistes, comment j'automatise cette génération de sites? Comment je rends, les gens qui vont travailler sur ces sites autonomes?» J'ai des problématiques, connaissance de la donnée de mes artistes. Par exemple, quand je suis arrivé dans la musique, un truc qui était complètement,
On parle d'avant Spotify, on parle de, comment tu sais qui sont les compositeurs sur une chanson? Et ben, un de mes métiers, un de mes boulots, ça a été: «Tiens, on va essayer de faire une grande API des données artistes» et donc là, bah, finalement, ça y est, tu restes dans la donnée, en fait, donc tu es pas si loin du SEO parce que tu manipules de la donnée, tu manipules des métadatas, tu manipules des choses comme ça, mais en fait, ça a plus du tout vocation à finir sur un moteur de recherche. C'est juste, en fait, quasi, je veux dire, toi qui deviens le moteur de recherche interne, tu vois? Donc ce que tu as appris en SEO te sert, ta connaissance, on va dire, un peu large, même des problématiques marketing, même des problématiques d'ads, de choses comme ça, va te servir pour comprendre, en fait, tous ces sujets-là. Mais en fait, ce que tu fais, bah, c'est du développement, de la technique, de l'accompagnement d'équipe, voilà, des choses comme ça. Et je pense, en gros, c'est ça qui m'a fait bouger, c'est OK, il y a un truc à résoudre, comment tu vas faire? Comment tu fais pour résoudre ce truc-là? Et au fur et à mesure de ma vie, bah, je n'ai fait plus que résoudre des problèmes et donc ce qui m'a amené vers la technique. Mais en réalité, en fait, je suis même pas CTO parce que je dis CTO, mais je suis plus, en fait, je suis un espèce de consultant en problème. Souvent, je dis que je suis chef des trucs. C'est-à-dire que, il y a un truc que vous savez pas faire pour mes clients, vous avez une problématique, bah, le fait que je sois passé par un certain nombre de sujets dans ma vie et par un nombre de problématiques assez large, va me permettre probablement de vous accompagner sur la problématique que vous avez à l'instant T. Alors, on me dit qu'il y a un petit écho bizarre de ton côté qui fait que tu as une voix de robot, ce qui te va très bien apparemment. Ouais, alors ça, c'est probablement, dû à mon micro qui fait un peu un effet un peu robotique. Je suis désolé, normalement j'ai un micro un peu mieux que ça, mais là il est en panne malheureusement. Il ne marchait pas tout à l'heure. Et écoute, là, ça a l'air vachement mieux. Je sais pas si tu as Hem, touché quelque chose, ouais, mais le son a j'ai l'air un meilleur. peu déplacé le bouton, bon. Bon, Il y bah a écoute, bouge pas. Grosse Main qui demandait: «Tu peux préciser rapidement tes formations?» Ouais, en formation, moi j'ai juste un DUT. J'ai fait un DUT, services et réseaux de communication à l'époque ça s'appelait, maintenant ça s'appelle métier des médias et de l'internet et après je suis parti, faire du SEO à 18-19 ans, un truc comme ça. Je voulais pas faire une carrière longue, donc voilà. En fait, ton questionnement sur les noms de postes me fait penser à 2 potes à moi, dont un se dit, couteau suisse de l'internet et l'autre pompier du web. Voilà, je sais pas ce que t'en Mmh. penses, mais je Ouais, trouve qu'on bah, a beaucoup ce côté où effectivement il faut savoir, comme tu l'as si bien dit, résoudre des problèmes, y compris des choses qui dépassent beaucoup ce qu'on fait. Et puis on arrive aussi souvent en mode, pompier dans le sens où, on est là pour résoudre des problèmes qui peuvent être un peu compliqués et problématiques. Je tourne en rond là, en termes de vocabulaire, mais ouais, non, non, mais je suis en fait, je pense que c'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de gens qui soient dans notre secteur quand je dis le SEO, parce que je considère quand même que c'est un secteur où j'ai passé pas mal de temps et donc je le considère encore un peu comme mon secteur. C'est normal en fait que les gens finissent par avoir un peu ce profil-là parce que même si ça se professionnalise, même si aujourd'hui les métiers sont de plus en plus définis et tout, tu vas encore te retrouver à faire des recos du X un matin parce qu'en fait tu vas dire: «Ah bah oui, mais alors attends, là ton bouton il va générer plus de clics et donc en fait tu vas avoir un taux de rebond plus faible et donc peut-être que le taux de rebond ça affecte un truc, mais peut-être pas, mais peut-être donc ah attention il faut que tu fasses attention à ta perf, donc pour faire attention à ta perf, il faut que tu installes tel machin. Ah tiens, ça veut dire, de l'administration serveur. Tiens, tu connais Apache, tu connais ModSpeed d'Apache. Bon, bah, tiens, il faut faire ça. Ah, bah, il faut aussi connaître Varnish. Ah, bah, attends, vu qu'on a parlé de Varnish, en fait, il faut connaître tel truc, tel truc, tel truc. Et en fait, le SEO a un peu cette espèce de côté on touche à tout parce qu'en fait, aujourd'hui, les critères de performance d'un site, il y en a tellement que, ben, tu te retrouves un peu sur tous les sujets que fatalement, au bout d'un moment, les gens qui ont la volonté de s'intéresser un peu à tout vont se retrouver dans ce truc-là, vont dire: «Mais attends, ça, je vais pouvoir te filer un coup de main, ça, je vais pouvoir te filer un coup de main» et hem et au final, tu vas avoir des gens qui ont un peu ce profil de couteau suisse. Et à la fois, ça disparaît un peu aussi et tant mieux parce que le métier se professionnalise et parce que bon, bah, il commence à avoir 15-20 ans le métier et que maintenant tu as vraiment des gens qui sont, des copywriters, des spécialistes du SEO technique, des spécialistes de l'analyse de log, des choses comme ça. Mais il reste quand même encore, pour la plupart des clients, il n'y a pas ce besoin de spécialisation, tu vois? Quand tu vas bosser, pour un client qui a 70 pages sur son site, heu bon, il a pas besoin d'avoir un spécialiste perf, un spécialiste UX, un spécialiste machin et donc on lui a dit: «Le SEO, c'est vachement bien». Il va embaucher un SEO et du coup, toi, tu veux lui faire plein de trucs, en fait. ouais, c'est carrément ça, je suis complètement d'accord. Hem
Bref, on a parlé un peu de ton parcours. Je pense qu'il y a toujours un petit onglet avec le son ouvert de ton côté. Je Je alors suis je plus de suis ça. désolé, je l'ai pas, j'ai pas, je suis en train de regarder, hein, vraiment, mais j'ai pas d'écho chez moi. J'ai sur mon retour, j'ai pas d'écho. Trop bizarre. J'ai aucun écho chez moi, c'est très bizarre. Sur mon retour, j'ai pas de je vois pas sur mon son un écho. Attends, est-ce que vas-y, essaye de parler pour voir. Je suis toujours là. Voilà. Non, mais après, on va pas y passer 2 heures, mais si tu trouves, tant mieux. Sinon, on peut Ah, passer à la effectivement, j'ai suite. un j'ai un petit retour de son quand tu parles, mais je vois pas d'où il vient et en plus, j'ai pas, malheureusement, mon Nvidia Broadcast est en carafe aussi pour ne rien arranger, donc j'ai rien pour couper mon écho. C'est potentiellement des fils qui se touchent chez moi. Là, je pense pas que je pourrais le résoudre dans la seconde, malheureusement. Bon, bah Sinon, il écoute, on faudra que je va faire fasse une, avec. C'est pas très grave. Du coup, donc, on est là pour parler plus précisément de dev. Je sais que c'est un sujet que tu pratiques depuis très très longtemps et c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi je tenais à ce que tu viennes intervenir ici parce que bah, même si tu as une formation relativement technique, c'est pas vraiment ton métier à la base, on va dire. Donc toi aussi, tu t'es formé un peu sur le tas. Et bah, ça tombe très bien parce que c'est un petit peu le but de cette chaîne-là que de pouvoir apporter des conseils, des bonnes pratiques, on va dire, à nos amis peut-être un peu plus débutants que nous. Voilà, donc je sais pas s'il y a des choses que tu as à dire là-dessus avant de passer à la Ouais, on va pratique, puisque tu voulais nous faire des petites démos. ouais, bah, ouais, je pense que là, après, rester, on va aller, on va prendre ce qu'a développé Julien et puis on va faire n'importe quoi dedans, histoire de le laisser dans la panade, la semaine prochaine. C'est vraiment ça ma strat. Non, bah, sur le des petits conseils quand vous êtes en autodidacte, moi, le premier conseil que je peux vous donner, c'est un conseil qui paraît tout bête, mais essayez d'être rigoureux dans ce que vous faites et mettez-vous les outils qui vont vous encourager à la rigueur. Aujourd'hui, quand vous faites du Python, il y a plein d'outils pour vous encourager à la rigueur. C'est ça qui est vachement bien. Il y a plein de trucs qui vont vous dire: «Bon, bah, voilà», par exemple, Julien, vous a déjà parlé de Pyenv, des choses comme ça. Et ben, Pyenv, c'est une manière d'être un peu rigoureux, c'est-à-dire qu'on va créer un environnement qui est carré, où on va pouvoir faire n'importe quoi dedans, tout casser et le supprimer à la fin parce qu'on en a fait n'importe quoi, mais vous n'avez pas mis le bordel dans toute votre machine. Parce qu'en fait, vous allez voir très rapidement, si vous n'êtes pas carré dans ce que vous faites, si vous vous astreignez pas à un peu de rigueur, vous allez en mettre partout. Et en fait, ce que vous avez fait sur un projet va vous mettre le bazar sur un autre. C'est valable à la fois pour votre code, mais à la fois aussi pour les mauvaises habitudes que vous allez prendre. Donc encouragez-vous et mettez-vous des moyens d'avoir des bonnes habitudes. Je peux vous en montrer deux trois déjà. Je pense qu'on peut faire un passage rapide, si ça te va, Julien, sur deux trois petits outils en Python qui vont permettre de faire ça. C'est Ouais, pas grand-chose, ça va pas vous changer la vie, hein, attention, c'est pas un truc qui va vous faire coder 100 fois mieux, mais c'est des petits outils. Le premier que je vais vous conseiller, il s'appelle Black. Black, c'est un formateur de code, donc Black, hop là, je vais me mettre sur le bon. Ça, c'est un code formateur, heu hop là, ici. Un code formateur, c'est quoi? C'est quelque chose qui va faire que quand vous écrivez un code qui est indenté n'importe comment, avec, du texte un peu n'importe où, il va vous le remettre correctement, de manière lisible, il va vous le mettre d'une jolie manière. Peut-être que s'il y en a qui font d'autres langages, typiquement du JavaScript, des choses comme ça, ils connaissent déjà Prettier ou ils connaissent, pour PHP, je ne sais plus comment il s'appelle, Didier nous le rappellera sûrement, j'ai oublié, moi j'utilise plus que Prettier pour tout parce que je suis un sagouin, mais en fait, qui vont vous permettre, ben, un peu comme ça déjà de remettre votre code un peu dans le bon sens. C'est pas grand chose, ça va pas vous sauver la vie, ça va pas vous corriger vos erreurs à votre place, mais c'est un premier outil à utiliser. Le deuxième outil que je vous conseille, qui va aussi faire un peu la même chose, il s'appelle Flake8 en Python, qui, va lui enforce your style guide. Donc c'est-à-dire que les style guides, c'est pas vraiment un formateur, c'est carrément une manière de coder. Donc lui, il va vous obliger à utiliser la méthodologie d'écriture de Python. C'est-à-dire que Python, ils ont écrit un truc qui s'appelle le PEP8, il y en a d'autres, hein, il y en a 105 000, mais ils ont écrit un style guide, donc ils ont dit: «Maintenant,
Ah, Pint sous Laravel, ouais, Pint pour PHP. Voilà. Ils ont écrit un style guide, donc c'est ce truc-là. Ils ont dit, bah voilà, à un moment, une ligne, ça doit faire 80 caractères normalement, si je me souviens bien, 79. Quand on écrit un def 2 points, on doit l'écrire comme ça. Quand on écrit un assert, on doit l'écrire comme ça. Voilà. Donc ça, c'est comme ça qu'on doit écrire le Python de manière correcte, théoriquement. Bon, c'est très chiant parce que personne ne s'en souvient, vous l'avez pas appris par cœur, vous savez pas que vous me devez mettre 2 lignes avant un def, vous savez pas forcément que vos imports, ils doivent être sur 2 lignes séparées et pas séparées par une virgule. Et ben lui, il va le faire à votre place. Ouais, exactement ce que dit, Didier, c'est PSR12, pour PHP, qui est l'équivalent si vous faites du PHP. L'équivalent pour JavaScript, c'est le bordel parce que JavaScript, de toute façon, ils font n'importe quoi. Voilà, non, c'est faux, c'est pas vrai. Il y a certainement un équivalent, mais je le connais pas. Ouais, Ça, c'est un autre truc. Pardon, excuse-moi, en Julien. gros, pour donner un exemple concret, alors je sais pas si tu en as en tête, mais l'idée, ça va être de respecter des normes sur, par exemple, le nom des variables, ce genre de choses-là. Et c'est Ouais, super important notamment pour les gens qui vont commencer à travailler en groupe, parce que du coup, ça permet que tout le monde ait à peu près les mêmes bonnes pratiques, entre guillemets, sur ces notions-là. ouais. Bah, par exemple, voilà, Julien, parlait de nommage et bah, typiquement, là, il y a des naming conventions. Alors, ils vont pas s'attarder, je crois que PEP8 va pas aussi loin que les noms des variables. Je sais qu'il y a un truc sur les bon, il fait lowercase, les noms à avoid, mais je crois pas qu'il te spécifie des noms de variables, si, ouais, si, il y a des noms de variables réservés avec des doubles, tirets bas, enfin des choses comme ça. Mais il va, Blender. ouais, voilà, merci. Mais globalement, voilà, l'idée c'est qu'en fait, si vous mettez ça, ça va aussi vous forcer. Il va vous dire Flake8 en fait, quand vous allez l'exécuter, c'est une librairie pip que vous allez installer. Donc vous avez déjà parlé de pip avec Julien, qui est le package manager de Python. Vous allez l'installer et vous allez faire Flake8 deux points le nom du fichier. Il va vous dire il y a ça qui va pas, ça qui va pas, ça qui va pas, ça qui va pas, ça qui va pas. Et hop, automatiquement, après, vous allez dire soit je corrige tout automatiquement, mais au début, je ne vous conseille pas de faire ça. Au début, je vous conseille de regarder ce qui ne va pas dans votre code. Évitez de faire des corrections automatiques quand vous ne savez pas ce qu'elles veulent dire, vos corrections automatiques. Ça, c'est un autre conseil que je vous donne. Quand vous démarrez le développement, si vous dites est-ce que vous voulez corriger ça automatiquement, regardez ce qu'il y a dedans, vous apprendrez des trucs. Parce qu'en fait, si vous corrigez automatiquement, vous n'apprendrez jamais l'erreur que vous faites. Et 20 ans après, vous ferez toujours la même erreur. Et vous ferez comme moi, vous aurez pris des habitudes nulles et vous serez là, mais pourquoi j'ai fait ça? C'est le gros risque en fait d'être autodidacte, c'est de prendre des habitudes nulles. Et quand vous avez pris une habitude, c'est dur de revenir en arrière. Je vous assure, quand vous commencez à bosser avec des gens en groupe et que les gens ils ont un niveau de dev qui est loin du vôtre parce que les mecs ils ont passé leur semaine à faire ça, leur vie à faire ça, ça fait 15 ans qu'ils font ça, et toi tu baragouines tes trucs dans ta chambre, et ben c'est pas facile. Donc forcez-vous à utiliser les standards, et plus vous serez proche des standards définis dans un langage, plus vous serez assuré, ce que disait Julien, de pouvoir vous intégrer dans une équipe. Et le dernier petit outil que je vais vous montrer quand même, qui est sympa pour faire ça, c'est, Julien vous a déjà parlé de Git. Et ben moi, je vais vous parler de Precommit. Precommit, c'est un outil de Python qui va exécuter des fonctions juste avant de commit. C'est-à-dire que pour commit, en fait, il va exécuter les fonctions. Et typiquement, Precommit, je ne vais pas vous montrer comment tout faire aujourd'hui parce que c'est un peu avancé, et je vous laisserai chercher par vous-même. Vous allez pouvoir regarder ces trois outils, vous balader un peu. Parce que là, on en aurait pour l'heure à venir, et je préfère me concentrer sur des trucs qui sont dans la suite de ce que je viens. Mais vous installez Precommit. Precommit, il va avoir un standard, voilà, une config et tout machin. Et en fait, automatiquement, ça va utiliser, par exemple, Flake8 et Black. Et à chaque fois que vous essayerez de commit votre code, il va vous dire automatiquement ah, attends, t'as pas respecté tel truc dans Black, tel truc dans Flake8. Hop, on ne touche pas. Ça peut aussi vous servir, si vous êtes un peu avancé, pour exécuter vos tests automatiquement au moment du commit, pour dire ah bah non, mes tests ont fail, je peux pas pousser, donc mon truc part pas en push. Ça, quand vous bossez à plusieurs, on s'assure que tout le monde exécute le même pré-commit avant. Comme ça, le code qui part, il est nickel, avec des guillemets, mais il est théoriquement nickel, et comme ça, on n'a pas de problème. C'est trois outils que vous pouvez mettre en place assez rapidement. Ils sont un petit peu compliqués à mettre en place, mais au départ, vous pouvez juste utiliser Black et Flake8 et les utiliser automatiquement. Après pré-commit, il y a un peu une petite mécanique, il y a un fichier de config à installer, il faut comprendre le principe du hook GitHub, mais ça va, ça se fait bien aussi. Et avec ça, bah, vous sortez un code qui est un petit peu plus propre,
et au fur et à mesure vous allez apprendre certains automatismes. Par exemple, je vous disais, en Python, on met 2 entrées avant une définition. Il y a ces 2 entrées avant une définition avant une, déclaration de variable, une déclaration de fonction, pour être, plus lisible. Et ben, au bout d'un moment, vous allez le prendre en tête et vous aurez plus besoin de le refaire et puis ça va aller tout seul, quoi. Voilà. Ouais, Donc ça, je c'était vais un préciser deux choses. Déjà, moi je suis très très mauvais sur ces trucs-là. J'utilise très peu ces moi aussi. outils-là et c'est un tort. Et l'autre point, c'est qu'il y a aussi beaucoup de ces outils et des outils de ce genre-là pour les autres langages qui peuvent aussi très bien s'intégrer, notamment en plugin pour VS Code, par exemple, si vous utilisez VS Code ou Exactement, ouais. les autres éditeurs. Donc c'est pas forcément que dans le terminal, mais ça peut aussi être directement dans votre IDE ou votre Ouais. éditeur de code. Et ça peut être bien pratique aussi. Généralement, ce qui va se passer, c'est que vous allez retrouver en Python, vous allez devoir installer le package et avoir le package dans votre éditeur, dans votre VS Code, et les deux vont communiquer ensemble. Souvent, ça va être ça l'astuce. Vous allez installer Black dans votre projet et vous allez avoir l'extension Black, par exemple, dans VS Code qui va vous permettre de faire le formatage automatique avec Alt Shift F, je crois, dans VS Code, je ne sais plus. Voilà, qui va faire le formatage automatique. Et donc ça, c'est ce qu'il faut faire. Et du coup, aujourd'hui, je vous propose de pas du tout faire ça. Vraiment d'oublier tout ça et on va aller faire n'importe quoi. Alors, moi, Julien, il m'a dit: «Tu veux parler de quoi et tout?» Je me permets d'enchaîner, Julien, à moins que tu aies des questions Vas-y, là-dessus. vas-y, tu fais ça très bien. Donc, je vais couper la Et webcam et aller me chercher une bière là. eh ben, écoute, très bien, parfait, n'hésite pas. Attends, j'ai pas de bière par contre. Bah, tu peux m'en ramener une ou 2 aussi. Ah, Et si, je fais cet en enfant. gros, aujourd'hui, on va pas faire ça. Donc Julien, j'ai regardé un peu l'outil qu'il a fait avec vous, avec les gens qui regardent le stream, hein. Si vous n'avez pas regardé avant, eh ben, allez tout re-regarder, il y a 17 vidéos. Qui s'appelle, Ketile, et donc qui permettait de récupérer automatiquement les données de, Google PageSpeed. Et je me suis dit: «Bah, tiens, on peut partir de ça pour se dire, tiens, une fois qu'on a récupéré nos données, quand on récupère des données, dans un outil, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir les analyser et les visualiser derrière». Et donc je me suis dit: «Bah, on va discuter un peu visualisation». Un tout petit peu, on va pas aller très, très loin dans la visualisation. De toute façon, on n'a pas un temps infini non plus. Mais l'idée, c'est de discuter, d'essayer de faire des trucs, d'échanger avec vous pour voir, tiens, on veut essayer de faire un truc, est-ce que c'est rigolo? Et de voir comment on peut avancer. Alors, la première règle aujourd'hui, c'est qu'en gros, en vrai, en 2023, si vous voulez faire de la visualisation, vous avez pas de temps à perdre, faites du Data Studio. Vous embêtez pas à installer 14 000 tools, machin, tout ça. Vous mettez vos données dans un MySQL, vous donnez le MySQL à Data Studio, vous l'affichez dans Data Studio, votre problème est réglé. Ça, c'était le disclaimer. C'est tout ce qu'on va dire maintenant est conditionné à ce disclaimer, c'est qu'aujourd'hui, il y a des outils de data visualisation simples et accessibles pour le grand public qui vous permettront de faire des choses assez avancées sans toucher à du code. Maintenant, il y a des cas où vous n'allez pas avoir accès à Data Studio. Par exemple, parce que votre base de données, par exemple, parce que votre CTO vous dit: «Je suis pas trop à l'aise avec l'idée de donner ma base de données intégralement à Google», au hasard, par exemple. Heu, Ça peut être un sujet. Souvent, c'est un sujet, en fait, en réalité. Voilà, parce que, vous n'avez pas envie de payer Data Studio et que vous voulez faire, 14 dashboards. J'en sais rien. Enfin, il va y avoir tout un tas de sujets comme ça. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Et ben ensuite, une des premières solutions, c'est potentiellement de faire un peu de visualisation en Python. Il y a des outils open source aussi, on pourra en parler un petit peu après. On parlera aussi des outils open source que vous pouvez utiliser pour faire de la vis. Mais une des premières idées, c'est de lancer ce bon vieux notebook Jupyter. Est-ce que vous avez déjà utilisé le notebook? Normalement, si vous regardez cette vidéo, ce live, vous avez déjà vu des notebooks, vous savez déjà ce que c'est. Et ben, on va continuer à utiliser les notebooks. Alors, on va pas utiliser vous voyez là, il y a déjà un notebook, mais on va surtout pas cliquer dessus parce que c'est mes tests de ce matin, heu et sinon, c'est pas du jeu, on va rien faire. Ce que je fais, Alors, j'en profite pour signaler le fait que tu as fait des tests et que tu as préparé ce live. Je mets un peu la pression aux prochains intervenants. Voilà. c'est, Attention, alors il est pas arrivé les mains dans les poches. attention, je m'étouffe parce que la préparation est d'un niveau, tu vas voir, impressionnante. C'est-à-dire que j'ai lancé 3 bouts de code et j'ai dit: «Tiens, ça marche, ça va aller très bien». Alors, donc là, vous voyez, petite astuce, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais dans VS Code, on en parlait, vous pouvez exécuter des notebooks directement dans VS Code. Du moment que vous avez installé l'extension Jupyter,
qui est là normalement. Vous voyez, sur le côté, vous avez une extension Jupyter. Et ben, vous allez pouvoir exécuter des notebooks directement dans VS Code, ce qui vous permettra de bénéficier des fonctions de correction de VS Code, des choses comme ça, sans avoir à aller en local, à lancer votre notebook, à aller sur votre navigateur, des choses comme ça. Ça permet de gagner un peu de temps. Donc la première chose qu'on va vouloir faire, là, c'est récupérer le code de Julien pour, injecter des données. Donc je vous le rappelle, le code de Julien, il est là. Ce qu'il fait lui, c'est qu'il injecte des données dans une base de données MySQL en récupérant, la config, de PageSpeed et en récupérant les données de PageSpeed. Alors moi, je vais devoir faire un petit truc juste avant, parce qu'évidemment, j'ai oublié de le lancer avant la vidéo, sinon c'est trop simple. Alors je suis pas dans le bon endroit. Ah oui. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais lancer un Docker. Docker, c'est, je vous en parle rapidement. C'est juste, ça vous permet de lancer des trucs en local chez vous sans vous avoir à embêter à l'installer. C'est-à-dire que par exemple, je veux faire une base de données MySQL et je sais que je vais avoir besoin de créer 70 bases de données MySQL dans des fichiers MySQL dédiés et tout machin. Vous utilisez Docker, ça containerise, c'est à ça que ça sert, ça fait donc un petit conteneur où tout va se passer à l'intérieur sans mettre le bazar, comme si vous avez utilisé PyEnv, c'est un peu la même idée que PyEnv. Et ben, Ce sera le sujet d'un prochain live, je pense, dans les semaines qui viennent, hein, parce que ça fait parfait, partie, parfait. là encore, des sujets sur lesquels je suis pas très bon. Et je vais essayer Incroyable. de progresser aussi. Incroyable. Donc là, moi, j'ai créé juste un fichier Docker. Donc voilà, ça s'appelle Docker Compose, comme ça, qui me permet de lancer une base de données. Donc là, j'ai lancé une base de données. Donc maintenant, voilà, Julien, il a fait. Donc on a dit, non, on veut visualisation 2. Ah, mais c'est parce que j'ai ouvert. Attends, je suis un idiot. J'ai ouvert au mauvais endroit. J'ai ouvert mon. Attends. Bon, c'est pas grave. On va faire avec. En gros, là, j'ai lancé mon Docker et donc il y a le fichier de Julien. Bon, moi, je suis un peu une flemme, c'est-à-dire que comme j'utilise un notebook, j'aurais pu me dire, ah tiens, je vais recoder tout ce qu'il a fait et tout machin dans mon notebook pour réutiliser ses fonctions et tout. Non, 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 on va clairement pas faire ça parce qu'on a clairement la flemme. Donc là, on va écrire un petit truc. C'est première petite astuce que je vous donne qui est un peu rigolote. Si vous faites run-i, par exemple main.py, donc ça, c'est toi, tu dois mettre un input site.txt, c'est ça, hein? Je sais plus, c'est Ça ça. doit être ça, oui. Ça doit être ça. Ça vous permet d'exécuter votre terminal directement depuis votre notebook. Donc, c'est-à-dire que si vous faites run-i, c'est interactif pour y. En fait, si vous faites run, vous exécutez une fonction du terminal dans votre notebook. Ce que ça vous permet de faire, c'est donc d'exécuter les fonctions de Julien directement depuis le notebook. Comme ça m'évite d'avoir à ramener tout dans le notebook et tout machin. Je garde le code de Julien, je l'amène dans mon notebook, je fais ce que j'ai besoin de faire. Donc là, ça s'exécute, vous voyez l'exécution. Normalement, tout va bien se passer. Évidemment, tout va planter puisque je ne l'ai pas retesté à l'instant, je l'ai testé que ce matin. Déjà, il est un peu long à avancer là. Et ça va récupérer les infos automatiquement et les déposer dans notre base MySQL. Peut-être. Suspense. Le petit effet démo. Le petit effet démo incroyable. Hold on, incroyable. Hold on, donc ça veut dire que ça a marché. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Donc on a déposé les infos dans MySQL. Bon, la première chose qu'on va vouloir faire ensuite, c'est créer. Donc, vous voyez, moi j'utilise ma souris comme un sagouin quand je suis en train de parler, vraiment. Apprenez les raccourcis. Ça aussi, si vous voulez être un meilleur dev, apprenez les raccourcis. C'est un truc, vous verrez, ça va vous changer la vie. Moi, je le fais pas là parce que parler, ma tête, machin, mais normalement, utilisez les raccourcis, apprenez le raccourci pour ouvrir le terminal, apprenez le raccourci pour changer de fichier, pour rechercher dans les fichiers. Vous allez voir, ça va vous faire gagner un temps fou au fur et à mesure. Et c'est des automatismes que vous allez prendre et qui vont vous transformer en un meilleur développeur. Donc là, ce qu'on va faire, une fois qu'on a fait ça, on va importer Panda. Vous avez certainement déjà travaillé avec Panda si vous avez bossé avec Julien. Panda, c'est votre meilleur ami. Donc, une fois qu'on a importé Panda, ce qu'on veut, c'est se dire, ah bah tiens, j'aimerais bien récupérer ma base de données. Puisqu'en fait, Panda permet de se connecter directement à une base de données MySQL. Donc là, on va écrire login égale, je ne sais plus ce que j'ai mis, j'ai dû mettre root. Voilà, vous voyez mes mots de passe. Ça, c'est mes mots de passe de prod, hein, évidemment. N'hésitez pas à les piquer. Hein. Password, serveur égale, je suppose que ça doit être localhost.
db égale page speed. J'ai modifié ton code, Julien. Si jamais je fais un commit, après, je te le dirai, mais j'ai rajouté le port, parce que comme mes bases de données en local ne sont pas sur le port 3306, et ben, j'avais besoin de rajouter un port. Donc, j'ai rajouté un port dans MySQL. C'est Alors, fait pour ça. ouais, donc là, en gros, ce que je vais appeler, donc j'ai appelé mon truc, je vais avoir besoin d'aller appeler mon installeur. Pardon, excusez-moi, je dis n'importe quoi, je suis en train de lire 3 trucs à la fois. Je vais avoir besoin d'utiliser un connecteur MySQL. Julien, il a déjà utilisé un connecteur MySQL pour se connecter. Si vous aviez vu dans le main.py, si vous étiez là, il utilise PyMySQL qui lui permet de se connecter. Je ne sais plus à quel endroit, mais il doit y avoir un connect to MySQL quelque part par là. Voilà, ici, qui lui permet de se connecter à MySQL. Ben, moi, je vais faire pareil, sauf que comme je suis une flemme, je vais utiliser une chaîne de connexion plutôt que le connecteur. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu d'écrire ça, moi, je vais écrire quelque chose qui va ressembler à ça. Je vais écrire engine égale MySQL plus PyMySQL, deux points, slash, je sais plus comment je l'écris, c'est ça. J'ai fait un F devant, non, on s'en fout, c'est pas grave. Pourquoi il me fait pas mes complétions là? Il est perdu, le gars? Bon, c'est pas grave. Alors là, c'est le plus dur, hein, c'est qu'il faut se rappeler combien de caractères vous allez vouloir insérer. Ça, si vous en avez déjà parlé, c'est de l'interpolation en Python, de l'interpolation de variables. Donc ça va me permettre de, partout là où je mets des crochets, à la place, je vais pouvoir mettre une variable, juste en mettant un point format derrière, et je peux mettre login, password, etc. Ça, c'est une Alors, manière de... je me permets, du coup, le point format que tu fais là, c'est l'équivalent à ce que vous avez vu si vous avez suivi les lives précédents, voilà, au F au début de la chaîne de caractères et Ouais. les noms des variables directement. Mais tu pouvais continuer avec le point format, Non, c'est non, bien mais de... moi je le fais comme ça d'habitude, mais c'était juste pour montrer le point format qui permet d'expliquer en fait que ça, c'est un raccourci du point format. Mais comme vous l'avez déjà fait, Exactement. ça sert à rien que je ne l'explique. Bon, tu sais, c'est bien de répéter de temps en temps. Attends, login, password, serveur, port, DB, on est d'accord? Voilà. Alors, pour utiliser cette notation particulière qui va me permettre de me connecter directement à la table, on va installer un autre truc. Bon, là, je l'ai déjà installé, mais un autre outil qui s'appelle SQL Alchemy, qui est un outil que vous verrez souvent en Python. SQL Alchemy, c'est ce qu'on appelle un ORM. Donc, c'est-à-dire SQL Alchemy, c'est une manière de... En gros, si vous étiez là, Julien, lui, se connecte directement à la base de données et il écrit du SQL comme un barbare, si on était en 1982 encore. Non, c'est faux parce qu'en fait, c'est une très bonne manière juste d'écrire du SQL directement. Aujourd'hui, il y a des questions en 2022, on se demande si en fait les ORM, c'était une si bonne idée que ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat parce qu'il y a beaucoup de discussions là-dessus. Et il y a des gens qui s'écharpent dans des forums obscurs d'Internet. Tant qu'ils n'ont pas la réponse, on ne va pas s'aventurer. Mais en gros, imaginez qu'un ORM, c'est une manière de coller une petite surcouche à votre SQL pour ne pas écrire du SQL directement et pour pouvoir faire des choses un peu différentes, comme par exemple committer votre contenu avant de le déposer, pouvoir faire des rollbacks plus facilement, des choses comme ça. Bon, vous pouvez écrire du SQL rapidement aujourd'hui si vous voulez. Mais là, pour le besoin qu'on a, on va être obligé d'utiliser SQL Alchemy. Donc, vous le savez, pip install SQL Alchemy si vous voulez l'installer. Là, je ne l'installe pas parce que j'ai déjà installé, mais c'est comme ça que ça s'installe. Dès que vous voulez installer un package sur Python, rappelez-vous, Python, c'est un langage du script, c'est un langage de package. Si vous voulez faire quelque chose, il y a probablement déjà un package qui fait ce que vous avez besoin. Donc, vous installez SQL Alchemy. Et ensuite, vous allez utiliser les fonctions de Panda. Donc, on va aller voir la doc parce qu'on est des gens un peu intelligents comme ça. J'essaye de faire les choses bien. En réalité, je sais déjà comment il s'appelle le truc, mais rappelez-vous, si vous essayez de faire quelque chose, vous allez voir dans pip s'il existe un package, vous allez voir la doc des outils que vous utilisez. Voilà, on va voir la doc de Panda. Et dans la doc de Panda, qui est de pire en pire, je sais plus, ils avaient une très bonne doc en 1.1 et je ne comprends pas pourquoi ils ont fait tout ça là depuis, c'est le bordel. Hop là, Alors, on moi, va je aller t'avoue chercher. que je demande à Google et il me donne la bonne page, quoi. Oui, mais là,
Là, read the manual. Read the manual. Bon, ce qu'on cherche, c'est read SQL table pour aller lire une table SQL. J'aurais pu le taper comme ça, voilà. Donc ça, c'est une fonction, vous voyez. L'avantage de la doc, malgré tout, je dis la recherche dans la doc Panda, elle n'est pas incroyable, mais elle est très très bien documentée en réalité, Panda. Vous avez des exemples à chaque fois et tout machin. Et vous voyez, eux, ils utilisent bien la string que j'utilise, puisqu'en fait, c'est le format standard de connexion sur Panda. Vous avez si vous écrivez cette chaîne de caractères, donc il va être votre string de connexion, ce qu'on appelle. C'est comme si vous tapiez un HTTP 2.slash, c'est quasiment une URL de connexion, sauf qu'au lieu d'être de l'HTTP, c'est MySQL 2. Pour se connecter à un terminal MySQL et pas un terminal HTTP. C'est un raccourci un peu rapide, mais vous voyez l'idée, quoi. Et donc là, une fois que je sais ça, eh ben, je vais faire. Donc je vais aller récupérer ma table que je vais appeler df pour data frame, puisque je vais stocker ça dans un data frame. Vous savez, si vous avez déjà fait du Panda, Panda, il renvoie des data frames, donc des stocks de données. Il y a plein de modèles de données différents en Python. Panda, Panda, lui, c'est les data frames qui renvoie. Donc on va faire pd. J'ai dit c'était pd, hein, j'ai Panda SPD, ouais, pd read SQL, read SQL, pardon, excusez-moi pour les gens qui disent les mots. Read SQL table, et donc on va dire la table s'appelle stream, et on va se connecter à Engine. Et là, après, petite astuce, je vais regarder ce que me renvoie mon DF. Voilà, donc là vous voyez, j'ai récupéré plein de sites, donc par exemple Databull et Syslex. N'allez pas sur ce site, il est horrible, hein, c'est le site de ma boîte, donc vraiment n'y allez pas, c'est une page d'attente absolument dégueulasse. J'ai honte de ça, mais néanmoins, j'ai des meilleurs scores que Databull. Allez. Enfin, euh, moi, j'ai un site. Ouais, bah écoute, moi j'ai une page. Moi j'ai une page. Moi j'ai une page, mais c'est de la génération statique, c'est du SSG. Alors c'est pour ça ça triche un peu. Et il y a, Ouais, il y ouais. a, il y a, il y a pas d'analytics, il n'y a rien, il y a 2 lignes de HTML à peu près. Mais je Alors, je suis sais pas sûr que parce que chez moi, ton site, en fait, c'est la page d'attente de Gandhi, hein. bah, elle est vachement. Putain, ah sérieux, Ah, mais c'est parce que t'as pas mis Ah, c'est parce qu'il faut mettre www. les 3 W. Ok, d'accord. Attends, je vais pas non plus faire des redirections. C'est pas comme si j'ai dit que j'avais fait du SEO, je vais pas non plus faire des Ah redirections, oui. faut pas déconner. Non mais Ah, ça tu es va, attends. tu es latin, du coup. Non, mais vraiment un scandale. Non, non, bah ouais, non, en fait, en gros, pour l'expliquer rapidement, là, je suis en train de monter une boîte donc, qui s'appelle Sixlex, mais ça fait partie des nombreuses choses que je ferai un jour où j'aurai du temps. Donc, vous voyez, directement, on a récupéré notre overall score, notre time to first byte, notre date, donc là, on voit qu'on en a fait 2, 3, notre URL et notre ID. Alors, petite astuce, quand vous faites ça directement, il y a un petit truc que vous pouvez faire si vous voulez, c'est de vous dire, tiens, on va vouloir mettre nos données ensemble, on va vouloir rassembler un peu tout ce bazar. Donc, vous pouvez commencer par faire un petit group by. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les group by dans Panda ou pas encore. On a dû faire un exemple ou deux, mais vas-y. Ouais. Donc en gros, ce que je veux me dire, c'est qu'en fait, ce qui va m'intéresser si je veux faire de la visualisation par la suite, c'est de rassembler en gros mes données de site par date. Donc c'est-à-dire, je veux voir mon évolution à chaque date. Pour ça, Panda a un truc qui est vachement bien qui s'appelle Group By. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un second data frame que je vais appeler DF2. Euh, Non, je ne vais pas vous expliquer pourquoi on fait des data frames directement et pourquoi. Dites-vous, faites des dates plutôt que de remplacer le même data frame. Quand vous faites des trucs sur les data frames, essayez de faire des data frames différents. N'en faites pas trop non plus parce qu'au bout d'un moment, ça va un peu ralentir votre site si c'est dans la mémoire si vous avez des très gros data frames. Mais en gros, on évite de faire des remplacements in place dans un data frame. On va plutôt préférer copier le data frame, faire les modifications dessus et passer au suivant. C'est un principe d'immutabilité des données, tout ça. Il y a tout un truc sur la programmation fonctionnelle. Voilà. Si vous avez 6 mois à perdre, pareil, avec des barbus qui s'embrouillent dans des caves, n'hésitez pas, vraiment, c'est hyper intéressant. Tout le monde s'en fiche. Désolé, bah, Didier, bonne après-midi, bonne fin d'après-midi. Et puis, ouais, au plaisir de se croiser bientôt. Dev Group By, donc, par exemple, là, on va mettre un petit. Hop là. On va mettre. On va dire, donc, on veut grouper. Donc, Group By, ça veut dire on veut regrouper. Par URL et par date. Hop, date, j'ai dit. Et ce qu'on veut, en fait, donc là, il va dire, je vais faire un regroupement par URL
et par date. Donc je vais prendre la date, je vais prendre l'URL, mais vos données numériques, en fait, si vous dites rien, bah, il va en prendre une au hasard et puis il va vous faire, bah voilà, c'est ta donnée. Comme quand vous faites un group by en SQL classique. Ce que vous allez utiliser du coup, là, c'est la fonction min. La fonction min, ça permet de faire une moyenne. Donc là, vous allez faire un group by de la moyenne de ce que vous avez. Donc je vais vous montrer ce que ça va donner. Je ne suis pas obligé de l'écrire forcément. Voilà, donc là, il vous a rassemblé vos données ensemble. Alors ça, c'est vachement bien. Mais le problème, c'est que si après on veut faire de la manipulation dessus, en gros, vous voyez là, il y a un espèce de truc avec un espace en dessous. Bon bah ça va mettre le bazar dans vos données. Vous n'allez pas pouvoir manipuler vos données correctement si vos données, elles sont groupées, s'ils considèrent que c'est un data frame groupé, une série groupée. Ce que vous allez vouloir faire pour qu'ils reprennent des données normales, on va créer en dessous, c'est prendre votre DF2 et faire un reset index. Place égale true. Typiquement, je vous parlais de l'immutabilité des données tout à l'heure et de il ne faut pas remplacer ces données dans son index et tout. Là, on va le faire parce qu'en fait, ça ne touche pas à nos données, ça affecte pas la valeur de nos données, ça va juste affecter la manière dont elles sont présentées. Faites attention, il y a des reset index qui peuvent affecter vos données. Je ne vais pas trop vous parler de ce que c'est l'index, on ne va pas trop perdre de temps, mais rappelez-vous, si vous faites un group by et que vous voulez exploiter vos données après, faites un reset index in place true. Et vous allez voir là, évidemment, c'est mieux comme ça. Voilà. Ouais, et là, donc il a bien Syslex et Databule. Est-ce que c'est clair pour tout le monde là, parce que je déroule un peu là comme ça, mais c'est peut-être Ouais, pas je évident. trouve ça marrant qu'il t'ait fait la moyenne des ID aussi, mais bon, ça c'est un Oui, détail. bah oui, puisque je lui ai dit, comme c'est une valeur numérique, en fait, il va faire la moyenne de toutes les valeurs numériques que vous avez. Typiquement, si vous aviez voulu éviter ça, vous auriez pu le sortir en fait et appliquer sur autre chose. Sachant que c'est des ID incrémentales, là on s'en fiche, c'est pas très grave. Vous auriez pu dire d'ailleurs que votre index c'était les ID. Je ne vais pas rentrer dans les détails de Panda, mais donc voilà, donc là, admettons qu'on a des données intéressantes sur 2 jours, c'est vraiment des données très courtes, hein. On est vraiment sur des trucs un peu shortass, mais c'est pas grave, on fait avec ce qu'il y a. Et la question, c'est comment est-ce que je vais pouvoir y voir quelque chose là-dedans? Bah, pour voir quelque chose, on va importer. Il y a 2 grandes librairies, de visualisation, en Python. Donc les 2 grandes librairies, c'est Matplot d'un côté, Matplotlib qui permet de faire de la visualisation, voilà, Matplotlib. Et la deuxième, c'est Seaborn. Même si en réalité c'est un abus parce qu'en fait, Seaborn se base sur Matplot et Seaborn est juste un niveau de visualisation de plus haut niveau qui permet de faire des choses un peu plus rapidement. Nous, on va utiliser Seaborn aujourd'hui parce que bah, ça permet de faire les choses plus rapidement et avant tout, un bon SEO, c'est quelqu'un qui a la flemme. Vraiment. Et moi, j'ai la flemme d'écrire du Matplot. Donc ça va vous permettre, vous voyez, Seaborn, ça fait plein de visualisations. Vous pouvez faire des trucs incroyables avec des join grids comme ça pour savoir qui est où, des heatmaps pour savoir votre taux de déperdition de clients sur 10 ans et tout machin. Bon, on va pas faire ça aujourd'hui. Alors, Aujourd'hui, j'en on enlève la... profite, je vais partager un petit lien dans le chat si j'y arrive. Hop, je sais pas pourquoi il veut pas faire de copier-coller dans le chat. De Python Graph Gallery, qui est un site où il y a plein d'exemples de graphiques plus ou moins évolués avec les exemples de code qui vont avec à chaque fois. Donc ça peut être bien utile aussi si vous voulez faire ça. Ouais, Python Graph Gallery, effectivement, qui est très bien. Mais qui se base beaucoup sur D3, non? C'est beaucoup du D3, Python Graph Gallery. Qu'est-ce que c'est que ça? Dégage. Non, c'est Non, surtout du Matplotlib. c'est du Matplot. Ah bah ouais, c'est du Seaborn, tu vois. C'est du Seaborn, donc j'ai rien dit. Il me semblait qu'il y avait beaucoup de D3 aussi, mais peut-être ouais, KDE Plot. Ouais, ok. Non, j'ai complètement dit n'importe quoi. J'ai complètement dit n'importe quoi. Bah ouais, typiquement, voilà, qui vous permet de. Ça c'est bien, c'est un bon truc parce que ça vous permet de voir et ce que vous pouvez faire un peu rapidement et d'avoir les idées. Des trucs, des dendrogrammes, ça c'est incroyable. C'est des trucs qui se mettent les uns dans les autres. Ne vous approchez jamais de toutes ces visualisations-là. Globalement, ce dont vous allez avoir besoin en SEO, généralement, c'est des visualisations de type time series. Donc vous allez avoir besoin d'histogrammes, par exemple, de connected scatter, des choses comme ça. En fait, c'est des visualisations dans le temps. C'est la visualisation la plus basique que vous allez utiliser, c'est celle que vous allez utiliser le plus généralement. Et après, les autres vont servir à des cas très particuliers. Donc vous n'avez pas forcément besoin de les apprendre tout de suite. Par exemple, voilà, une visualisation de circular packing.
Bon, ça sert à des trucs, hein, ça sert à plein de trucs, hein, vraiment, hein. Si les gens ils l'ont fait, c'est pas un hasard. Mais pour mesurer l'évolution de votre trafic, par exemple en SEO rapidement sur Python, ou l'évolution de votre score et de celui de vos concurrents dans Seaborn, a priori, vous n'avez pas besoin de ça. Il y a des diagrammes de veine, il y a des area. Area, c'est pas mal. Stacked Area et Area, moi, c'est ceux que j'utilise le plus généralement. Stacked Area, dès que j'ai plusieurs trucs, ou Area, dès que je veux mesurer des trucs ensemble. C'est pas mal. Visualisation de time series aussi. Voilà. En fait, en visualisation, moi j'ai tendance à dire que c'est bien de rester sur des choses très très simples. Donc voilà, des areas ou des lines, des histogrammes. C'est simple et efficace. Et comme tu l'as dit, il y a plein d'autres choses qui sont possibles, mais c'est vraiment sur des cas très particuliers. Et en général, en SEO, c'est assez rare de Ouais, vraiment ouais. avoir besoin de ça. En fait, En fait, tu tu vas vas, avoir tu des vas cas où avoir ça des va cas où ça arriver, va arriver, mais ce qu'il faut ce qu'il réaliser, faut en fait, c'est que c'est réaliser, comme en fait, tout. c'est que c'est comme tout. On l'a dit au début On l'a de dit au début l'histoire, de c'est qu'en SEO, on est des touches à tout. Donc, si vous êtes un touche à tout, vous faites des trucs simples, vous savez faire bien des trucs simples dans plein de trucs. Si vous avez besoin de faire des vises très complexes, faites appel à quelqu'un dans le métier de faire Alors des vises. là, par contre, il y a un putain d'écho. Je sais pas si ça vient de chez toi, mais j'ai Ah, l'impression. merde. Alors attends, Est-ce est-ce que que là, là, ça ça va un peu mieux? Je sais pas, mais je t'entends vraiment en double en fait. Là, est-ce que tu m'entends mieux? J'ai touché C'est à plus rien. rapproché, mais c'est en double aussi. Putain, je sais pas d'où ça vient. J'ai absolument touché à rien, c'est trop bizarre. Ouais. Attends, je vais essayer un truc. Attends, Ça j'essaie a un l'air truc. mieux là. Ça a l'air mieux. Est-ce que là c'est mieux? Ouais, là ça a l'air mieux, beaucoup mieux. Ok, bon, c'est peut-être mon connecteur qui fait des siennes, mon connecteur de casque qui fait des siennes, parce qu'il est connecté par un truc USB qui connecte à un truc jack, qui connecte à un autre truc jack. Un petit montage étonnant. Euh, Bon, donc en en tout fait, cas, ce que du je coup, te dis. voilà, je t'encourage à répéter parce qu'on n'a rien compris. Ouais. Donc ce que je disais, c'est en SEO, rappelez-vous que vous êtes une flemme et que c'est le plus important d'être une flemme. Pour être un bon SEO, il faut être une flemme. Donc faites des trucs simples. Et si un jour vous vous apercevez que vous avez besoin des trucs compliqués, vous savez faire plein de choses un petit peu, bah faites appel à des spécialistes. Parce qu'il existe des spécialistes de la data vis, comme il existe des spécialistes de plein de choses. Le but, c'est souvent l'approche que j'ai, moi, c'est se dire on fait un premier truc, on construit un premier truc, un MVP, donc minimum viable product, et après, si on a besoin de le faire évoluer, on le passe à des pros. Donc on respecte les bonnes pratiques, on essaye de faire les trucs bien dès le début, mais pour qu'il soit passable, notre truc, pour qu'il puisse évoluer, mais à un moment, eh ben, il y a un spécialiste qui va intervenir. Par exemple, c'est valable quand on fait du dev classique, hein. Moi, par exemple, je fais du dev en Python, en PHP, un petit peu en Ruby, un peu dans plein de langages, enfin bon, bref, du back-end, du front-end. Quand je fais, par exemple, je sais pas, pour faire un plugin WordPress, admettons, j'ai un client qui a besoin d'un plugin WordPress pour faire un truc. La première version du plugin, je valide que ça marche, je fais une version du plugin en 2 jours. Et après, si lui, il veut faire évoluer son plugin, bah, je prends ce plugin et je dis maintenant, voilà, je vais t'envoyer vers des spécialistes du dev PHP qui font ça à longueur de journée et ils te feront le plugin complet dont tu as besoin, quoi. Ça va souvent être ça l'approche. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que maintenant, on avait récupéré nos données. Donc là, on va importer Seaborn as SNS. C'est le nommage classique SNS pour Seaborn. Après, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Par exemple, on pourrait l'appeler Julien. Ça va être rigolo. Oui, on n'est pas obligé. Bon, d'accord, bah Simon, c'est pas grave. Ça me va, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le as, ça vous permet de nommer comme vous voulez. C'est à vous de choisir le nommage. Il y a des conventions générales, Panda, c'est PD, Seaborn, c'est SNS, mais des fois, vous voulez vous y retrouver dans votre code, mettez ce que vous voulez, mettez ce qui vous arrange, mettez ce que vous comprenez. Faites gaffe Ouais, par contre. juste pourquoi c'est utile, notamment parce que il y a des fois où on va avoir besoin d'utiliser des librairies qui ont des noms de fonctions ou de classes, par exemple, qui sont identiques pour faire des choses différentes. Donc, Ouais. quand on a besoin de faire ce genre de choses-là dans un même script, c'est intéressant du coup d'avoir un nom supplémentaire pour appeler les fonctions ou les classes de ces librairies-là. Voilà, entre autres. Et donc là, on a utilisé SNS. On va commencer par faire un truc tout simple, c'est qu'on veut voir l'évolution de notre score général par jour. C'est un truc tout bête, je veux voir le score de tous les sites que je suis. Est-ce qu'il est en évolution de jour en jour ou pas? Pour faire ça, on va écrire SNS. Puisqu'on fait appel à la librairie SNS. Et donc le premier truc qu'on peut utiliser, c'est un line plot. Donc line plot, ça va nous tracer une ligne. C'est aussi simple que ça. Line plot, ensuite on va lui injecter des datas. Donc les datas qu'on veut lui injecter, on s'est dit c'est notre DF2 qui est au-dessus.
df2. Et ensuite, c'est ça qui est assez sympa avec Seaborn, c'est qu'on a juste à lui dire je veux quoi dans la ligne, dans mon axe X, je veux quoi dans mon axe Y. Donc X égale Y égale. C'est beaucoup plus simple que Matplotlib qui demande de faire des trucs plus compliqués globalement, où il y a besoin de paramétrer des trucs, de machin. Là, vous mettez juste, par exemple, je veux la date en X et je veux le overall score, par exemple, en Y. Donc ça veut dire mon axe vertical, il aura le score, mon axe horizontal, il aura la date, et ma ligne, elle sera tracée à partir de là. Hop là je veux donc, j'ai dit overall score. Hop. Et je trace ma ligne. Et voilà, et là j'ai ma ligne qui a été tracée directement. C'est quand même facile, ça va assez vite. Vous avez votre première visualisation, bravo, vous êtes un roi de la data, vous pouvez aller vous vendre pour 800K n'importe où désormais. Bon, alors après, le problème c'est qu'un mec qui a utilisé Excel une fois dans sa vie va vous dire ah ouais non mais vos dates là elles sont pas bonnes, et là c'est perdu, vous retombez à 40K, vous êtes junior, c'est terminé, non c'est pas grave. Bon, il y a une astuce, là ce qu'on va faire, on va dire que notre line plot, on va l'appeler AX. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez le stocker dans une variable, le résultat que vous avez, et le réutiliser pour autre chose après. Et par exemple, pour changer quelque chose, pour le modifier. Donc par exemple, on va dire AX pour mon élément. J'aurais pu l'appeler n'importe quoi, hein, c'est une variable. Je vais dire tick. C'est juste une petite astuce, mais je vous la montre parce qu'elle est souvent utile à savoir. Je crois que c'est une des fonctions les plus utiles de Seaborn parce que ça permet de rendre des trucs qui sont visible par des clients, par des choses comme ça. Voilà, là vous allez faire une petite rotation de 45 et voilà, vous avez votre petite date. Alors là, vous voyez, il le fait heure par heure parce que la manipulation des dates, en fait, il aurait fallu que je lui dise par jour. On pourra le faire d'ailleurs. On pourrait le faire. On pourrait le faire. Je ne sais plus comment ça se fait, mais on pourrait le faire. On va voir un truc d'abord et puis on reviendra après à ça typiquement. Est-ce qu'on pourrait séparer notre courbe pour avoir une courbe par URL, par exemple? Ah, je suis ravi que tu me poses cette question. Peut-être que c'était le truc que j'avais prévu après. Ah, Ah, peut-être bien je que sais pas. c'est... Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce que c'est la fonction pour faire des trucs? Alors, donc ensuite, on va créer un nouveau code. Donc là, on va utiliser toujours SNS et on va aller chercher un truc chez SNS, donc chez Seaborn. Hop là, un truc qui s'appelle Facet Grid. Voilà, qui est là. Alors Facet Grid, vous allez voir, ce qui est bien avec Seaborn, c'est que si vous avez déjà vu la doc de Panda, ils ont eu la bonne idée d'avoir le même format de doc, donc c'est pratique, vous avez la même chose. Et vous voyez, Facet Grid, en fait, ça permet de faire quoi? Ça permet de loader des trucs par des paramètres qu'on a. Vous voyez là, donc si j'ai un dataset avec des male lunch, male time dinner, female time lunch, machin, ça permet de diviser vos données, de dégrouper vos données et de faire un graphe par donnée, même avec des croisements de données. Donc nous, c'est ce qu'on va utiliser. On va dire, donc, je veux SNS Facet Grid, et là, je veux donc notre data frame, utiliser mon data frame qu'on a utilisé tout à l'heure, et là, il faut que je lui dise comment je veux séparer mes données pour pouvoir les utiliser ensuite. Nous, on va se dire que ce que tu voulais, Julien, je crois que tu m'as dit, tu les voulais par site, c'est ça? Oui. Eh bien, parfait, on va les faire par site. Alors, on va dire donc call. Call, c'est le représentant de la colonne. C'est ça qui est assez clair et assez sympa avec, comment il s'appelle? Avec Seaborn. ouais, Seaborn. C'est qu'en fait, le vocabulaire est assez explicite et assez proche de celui de Panda. Vous allez assez rapidement vous y retrouver. Une colonne dans Panda, ça s'appelle pareil qu'une colonne dans Seaborn. Et en plus, il exploite nativement Panda. Ça aussi, c'est pas mal. C'est que nativement, vous pouvez afficher des trucs à partir de Panda. Vous n'avez pas à vous embêter à retransformer vos pandas en série, en machin. Vous mettez votre data frame dedans, vous pouvez l'afficher directement. Matplotlib aussi marche à peu près comme ça, mais je le garantirai plus. Je suis plus sûr, je ne me sers pas assez de Matplotlib. Donc là, vous allez créer un facet grid. Donc là, par exemple, si j'affiche mon G facet grid, là, on va avoir un premier truc. Voilà. Donc là, vous voyez, il va créer un premier graphe pour Databule et un deuxième graphe pour Syslex.
il n'y a rien dans mes graphes pour le moment. Parce qu'en fait, je ne vais pas demander de générer un type de graphe. Mais il m'a généré un graphe pour les deux. Maintenant, il va falloir que je lui dise, bon, bah, génère-moi des graphes. Donc là, on va recréer un axe. Donc AX, encore une fois. Alors, je ne vais pas l'appeler AX, je vais l'appeler AX2 parce que on a dit qu'on ne réécrivait pas sur le truc. G. Point. Donc là, je vais utiliser une autre fonction qui s'appelle mapDataFrame. Donc qui va prendre notre dataframe G qu'on a splitté et qui va le mapper sur une fonction de 6 bornes. Là, ça devient un peu plus compliqué, mais vous allez le voir, la logique, elle n'est pas si dure que ça en fait. Vous allez prendre ce map dataframe, vous allez dire, je prends donc mon G qui est deux dataframes que j'ai splitté, qui a un seul dataframe que j'ai splitté en deux dataframes, on va dire. Je le fais un peu rapide, mais gardez ça en tête. Et là, je vais dire, bah, ces deux dataframes, tu vas les mettre, tu vas le mettre sous telle forme de graphe. Donc là, je vais refaire un SNS. On avait fait quoi? On a fait un line plot en dessus, je crois, de mémoire. Et là, je vais lui dire x égale, j'ai dit date, y égale overall score. Voilà. Et je pense que ça ne marche pas pour le premier parce que tu n'as qu'une Ouais, seule date. j'ai qu'une seule date pour databule et du coup il me met un point. Alors, par exemple, ça, je crois que typiquement, quand vous avez un cas comme ça, bah, on va se dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'en fait, ce qui est bien, bah, ça va nous donner un exemple un peu rigolo. On va aller voir comment marche le line plot. Et donc, vous voyez, line plot, il y a plein d'effets, machin, il y a plein de trucs. Et nous, ce qu'on veut, c'est je crois que c'est comment on fait afficher les points. Je ne sais plus comment on fait afficher les points. Le line plot, je vais afficher les points. Ouais, ça après, il y a des marges, des machins, des trucs, des comme ça. Ça c'est vachement bien, mais tout ça ne va pas nous servir à grand chose. Je ne sais plus comment on affiche les points. Il y a un endroit pour afficher. Ah oui, c'est ça. Et c'est marqueur égale trou. Voilà. Voilà. Et donc là, on va mettre un markers égale true. Et là, on va avoir pas de petit point. Incroyable. Normalement, il est censé y avoir un point quelque part, mais il n'est pas là parce que Dieu sait pourquoi. Ouais, non, mais comme j'ai qu'un point, ça va être chiant. J'aurais pu... Attends, mais non, normalement, je suis censé en avoir deux pour Databule, puisque... Ah non, je l'ai fait ce matin. Oh, nul. Mais donc, globalement, vous allez avoir des points là. Bon, c'est pas très clair, mais ça, c'est un peu dommage. On aurait voulu Alors, un peu plus. peut-être que on peut, pour l'exemple, passer sur un Ouais, histogramme plutôt qu'un line plot. ouais. Alors, donc histogramme, c'est quoi déjà? Je me souviens plus. C'est histplot. C'est histplot, je crois. Alors, histplot, ça va faire un truc un peu étonnant. Vous allez voir. Ça va vous faire. Vous allez voir, il est étonnant le histplot. Voilà. Donc là, ça fait un truc étonnant parce qu'il y a une combinaison. Il est pas bon, mais je pense qu'en fait, c'est juste Databule, comme j'ai une monodonnée, c'est pas très pratique. Il fait un peu sa vie, quoi. Ouais, Il ouais, fait un on peu sa refera vie. ça de toute façon avec un peu plus de données une Ouais, prochaine fois. ouais, vous pouvez tester de repartir du truc avec un peu plus de données. Mais en gros, voilà comment vous affichez des données très très rapidement avec Seaborn à partir de n'importe quelle base de données MySQL. Si vous avez des tables et des lignes, bim, vous affichez n'importe quoi, n'importe quoi là-dedans, et ça vous permet de faire des trucs. Ce qui est intéressant là-dedans, parce que je vois l'heure et je vais éviter de trop déborder non plus, parce que malheureusement, les gens doivent aller au bar après, paraît-il. Il paraît, Hem, ouais. c'est c'est, Attends, je sais pas si c'est la réouverture du bar où je vais très oh très là! trop Oh là, souvent ouais, bah oui, ah non, 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 on veut surtout ce pas, soir. Donc voilà, ça fait on veut première soirée de l'année là, tu vois. Donc ah ouais, il non, non, il non, va, non, il non, va pas c'est trop c'est falloir c'est traîner, c'est j'avoue. non, non, mais c'est pour ça, J'essaierai de on couper s'est cette phrase au montage. on s'est dit, on garde une heure, on garde une heure. Donc ce que je vais juste vous montrer, c'est comment faire un petit export. Et là, pour faire un export, on va avoir besoin de
PyPlot. En fait, Seaborn, il permet de faire la visualisation, mais ce que je vous ai dit, c'est que Matplotlib, il l'utilisait en sous-main tout à l'heure. Je vous ai dit, il utilise Matplotlib en sous-main. Donc, si vous voulez exporter quelque chose, il va vous falloir la librairie Matplotlib, donc from Matplotlib import pyplot as plt. Ça, en fait, quand je mets from quelque chose, ça veut dire que je veux importer qu'un élément de la librairie, je ne veux pas m'embêter à importer toute la librairie. C'est un truc aussi sympa à savoir en Python, c'est que vous n'êtes pas, si vous avez besoin que d'une fonction dans la librairie, vous n'avez pas à vous embêter à importer toute la librairie, vous dites from machin, je veux ça, terminé. Et là, donc ensuite, je peux faire un petit plt.savefig. Ouais, savefig, c'est ça, putain. Bravo, bravo à moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai cliqué sur le bouton là? Et donc, c'est une catastrophe. plt.savefig, non, c'est pas plt, c'est. Bah, il me semble que si. Non, parce que je vais avoir un problème, il faut quand même que je lui donne il faut quand même que je lui donne un file name. Attends, quoi? Qu'est-ce que je... Si, c'est bon, oui, c'est puisqu'il va m'exporter le. Désolé, je suis là, c'est la fin de journée, j'ai eu une longue journée. Test export, par exemple. PNG. Hop là, il va vous faire ça, et vous voyez, là, vous avez votre export en PNG. Par exemple, ça pourrait vous servir si vous faisiez un envoi par email tous les jours de votre évolution, comme ce qu'a fait Julien. Vous récupérez Seaborn, vous utilisez Seaborn dans votre main.py, vous lui dites de générer le PNG dans un fichier ou dans une base 64 par exemple, et vous l'envoyez par mail, et tous les jours, vous recevez l'évolution en graphe par mail. Oh, ça peut être pas mal de temps en temps. Voilà. Ça, c'est un truc que vous pouvez faire. Donc, j'ai vu que vous aviez testé l'envoi de mail. Bah, typiquement, vous pourrez tester de rajouter ça dedans. Juste, vous faites un panda, vous le mettez dans Seaborn. Vous n'êtes même pas obligé de faire un panda. Vous pouvez utiliser des datasets différents de panda. C'est juste que panda, visuellement, c'est plus facile à travailler. Et vous le mettez dans Seaborn et vous l'envoyez. C'est marrant, on aurait échangé sur le sujet avant que ça serait vraiment incroyable. Non, mais c'est très cool. En fait, alors moi j'utilise assez peu Seaborn, j'avoue, Ouais, parce que j'ai l'habitude, peut-être pas toujours bonne, hein, d'utiliser surtout Matplotlib et ce que je connais mieux. Mais c'est très bien. Je sais que j'ai déjà eu des commentaires comme quoi Matplotlib c'était un peu austère, on va dire. Et c'est vrai qu'avec Seaborn, c'est plus facile de changer de design, on va ouais, dire, et d'avoir des choses un petit peu plus jolies. ouais. Donc c'est En- c'est une librairie qui est assez cool et on retrouve assez vite des mécaniques assez similaires. Et comme tu l'as dit, de toute façon, c'est basé sur Matplotlib, donc au pire, on revient à Matplotlib, quoi. Ouais, en fait, c'est ça qui est sympa, c'est qu'en fait, Seaborn et Matplot, c'est la même chose. Juste Seaborn est un niveau d'abstraction supplémentaire et qui te permet d'aller plus vite. Je trouve que quand tu fais de la recherche de données, des trucs comme ça, en fait, Matplot va aller plus rapidement. Sachant qu'aujourd'hui, le standard, si vraiment vous voulez faire de la donnée à haut niveau, c'est aujourd'hui, en fait, il y a un truc, c'est que la plupart des gens qui vont faire de la donnée à haut niveau vont plus faire la visualisation directement dans Python. Parce qu'en fait, Python est un bon outil de manipulation de données, mais pas forcément le meilleur outil de visualisation. Aujourd'hui, il y a des outils comme du JavaScript et par exemple le bien connu D3.js, pour ceux qui connaissent, que je vais vous montrer, qui va Alors, être en fait. c'est marrant que tu parles de D3, j'allais dire que Seaborn est un peu à Matplotlib ce que C3JS est à D3JS. Je sais pas si tu connais C3. Ouais, alors je connais C3, je m'en suis jamais servi, je t'avoue, parce que voilà. Parce qu'en fait, Donc, pour le faire rapidement, C3, c'est une surcouche, on va dire, de D3JS qui permet de générer des graphiques basiques beaucoup plus simplement qu'avec D3JS directement. ah ouais, c'est du réusable, ouais d'accord, OK, c'est une surcouche, D3. Ah, j'ai rajouté un œil. Hop là, vas-y, je vais me le mettre là. J'irai jeter un œil. Ouais, et aujourd'hui, voilà, vous allez aller là-dessus et en fait, en réalité, aujourd'hui, si vous voulez aller encore plus loin, vous allez utiliser des tools dédiés. Enfin, pas forcément. D'ailleurs, si vous voulez être à l'intermédiaire, vous allez utiliser des tools dédiés. Il existe des tools open source qui sont très très bons pour faire de la visualisation de données. Je pense à Superset de Airbnb, enfin chez Apache, de l'Apache Foundation, qui aujourd'hui fait des trucs incroyables, qui est un très très bon outil de visualisation. Et je pense aussi à Metabase, qui est très très bien. Non, pas celui de mon client. Bref, Metabase qui permettent c'est des outils open source que vous pouvez
installer chez vous sur votre serveur de manière très, très rapide. Si vous voyez là, si, Julien vous fait un petit cours sur Docker, d'ici quelques semaines, et bah, vous saurez comment installer ça en 14 secondes à peu près. Et bah, vous installez ça chez vous et après vous pouvez faire de la visualisation très, très vite et des trucs un peu avancés, un peu stylés avec en croisant des tables, en faisant des machins. Voilà, bon là vous voyez 2-3 personnes qui l'utilisent, ça se la pète toujours un peu. Voilà, Metabase ou Airflow, 2 outils très, très bien, pour faire de l'exploitation de données et de la recherche et de la navigation. Voilà, voilà un peu. Bon, c'est passé vite, j'avais plein d'autres trucs à vous raconter. Je voulais vous parler de comment faire du forecast, comment, exploiter, l'IA pour, projeter de combien votre site allait accélérer. Et ben, on fera ça, peut-être une autre fois, peut-être pas, Et voilà. oui, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il faudra que tu reviennes. Ouais, C'est bah, super intéressant en tout cas. Même pour moi, ça permet d'avoir une autre vision des choses, on va dire, sur des choses que moi-même j'ai l'habitude de faire aussi. Donc je pense que c'est super intéressant. De toute façon, c'est un peu le but hein, de ce live, que d'avoir différents sons de cloche aussi. Donc c'est très cool. En tout cas, je te remercie beaucoup pour le temps que tu as passé à la fois en bah, de préparation et puis bon, bah, pendant ce 7 heures live. de préparation, hein, de toute façon, hein, c'est mon Voilà, standard, hein, c'est tu m'enverras la facture évidemment. évidemment, évidemment, je t'envoie la facture. Je te rappelle que je suis exclusivement payé en Beercraft. Voilà. Eh bien, écoute, c'est parfait. Du coup, rendez-vous dans un quart Ouais. d'heure au bar, ça te va? Rendez-vous dans un quart au bar, j'arrive, tu parles, je vais au sport, la vie est nulle. Oh là là. Ouais, c'est Oh là là. terrible. Mais non, mais en tout cas, c'est très cool. Ça Ouais, bah, m'a écoute, vraiment fait plaisir de passer ce moment avec toi. c'était un plaisir et puis, bah, au plaisir, ouais, pour le refaire, quand tu veux, voilà. Et Ouais, et puis puis merci, peut-être. merci à tous les gens qui ont regardé aussi. Ouais, je crois que là, on est arrivé à l'heure où les gens commencent à partir. Bah, là, ouais, les gens, ils ont dit: «Non, c'est l'heure du bar, on s'en va là, c'est bon». On a dit Exactement, bar, mais ils ont dit: il reste encore quelques irréductibles, donc merci à eux. Et puis merci à ceux qui vont regarder tout ça en replay aussi, parce que je sais qu'il y en a. Voilà, et puis bah, il nous reste plus qu'à se dire que on se retrouve a priori la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour la suite des aventures. Voilà, donc merci encore à Simon, et puis à très bientôt. «À bientôt».